Le procès dans l'affaire Le Procureur contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet s'est poursuivi à la Cour pénale internationale à La Haye, aux Pays-Bas, du 24 avril au 12 mai 2017, avec la comparution de 7 témoins de l'accusation. Jusque-là, depuis l'ouverture du procès en janvier 2016, 36 témoins de l'accusation ont été entendus. Le procès impliquant l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et son ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudet s'est déroulé devant la chambre de première instance composée du juge-président Kuno Tarfusser, de la juge Olga Herrera Carbuccia et du juge Geoffrey Anderson. Tous les trois sont chargés de mener des procédures équitables et rapides dans le plein respect des droits des accusés et de la protection des victimes et des témoins. Au cours de ces 3 semaines de procès, entre le 24 avril et le 12 mai 2017, les 7 témoins de l'accusation ont spécialement été entendus sur des événements qui se seraient produits dans le quartier de Yopougon en 2010-2011. Tous ont parlé d'échauffourées entre des jeunes de différents quartiers, de la présence de miliciens et de l'édification de barrages. Les 24 et 25 avril 2017, le témoin P0108 a comparu en qualité de président de quartier de Yaoundé. Il a raconté la vie dans son quartier où il a constaté la présence de jeunes armés de calaches et de lance-roquettes qui s'enrôlaient dans une formation militaire auprès du milicien Magui Le Tocard. Et ce, déjà bien avant la crise. Dans ce contexte, en 2010, lorsque le candidat Alassane Ouattara a rendu visite au quartier de Yaoundé, ce dernier y serait resté très peu de temps. Le témoin a expliqué que beaucoup de gens s'étaient attroupés autour du candidat, dont des supporters de Gbagbo, identifiables au t-shirt qu'il portait. À peine le candidat parti, le témoin a alors raconté avoir été pourchassé. Juste après le départ du président Alassane, il y a un groupe de jeunes qui nous ont poursuivis, nous les chefs. Pourquoi nous avons reçu le président Alassane? Alors nous sommes allés vers la police. Et c'est en ce moment-là que on a eu protection. Puis après, nous sommes rentrés à la maison. Qui étaient ces gens qui voulaient savoir pourquoi vous avez reçu M. Ouattara? Bon, c'était les supporters de M. Gbagbo. Le 26 avril 2017, M. Okou Traoré a comparu en qualité de président du comité de gestion de la mosquée Sikoji Lem. Il a, pour l'essentiel, témoigné du jour où la mosquée a été incendiée. Le 25 février 2011, date avancée par le bureau du procureur. Ce matin-là, il a raconté avoir été présent en face de la mosquée lorsqu'il a été choqué de constater que des jeunes du quartier de Yaoundé arrêtaient des véhicules pour fouiller leurs passagers et prendre leurs portables. Plus tard, il a dit avoir assisté à des jets de pierre entre les jeunes du quartier de Yaoundé et les jeunes de Doucouré. C'est ainsi qu'il a expliqué s'être rendu chez lui pour y trouver refuge et rejoindre les membres de sa famille. Averti par téléphone que la mosquée prenait feu, le témoin a dit avoir reçu peu de temps après, à sa porte, la visite d'une vingtaine de jeunes armés, tous âgés entre 17 et 20 ans. Vous avez mentionné tout à l'heure des milices. Est-ce que ce groupe de gens faisait partie de cette milice à laquelle vous faisiez référence? Bon, comme je le disais au début, tous ceux qui étaient du côté de Gbagbo, surtout les jeunes qui commettaient ce genre de trucs, nous, on l'appelle des miliciens. Ça. Peut-être il y a des noms appropriés, mais ce qu'on disait, c'est milicien. Ben, c'est ça. Quand ces jeunes viennent, on dit les miliciens arrivent. C'est resté comme ça. Je ne peux pas vous expliquer plus que ça. Par la suite, plusieurs huis clos partiels ont été requis. De retour en audience publique, le témoin a dit qu'après le départ de ces jeunes, il les a vus de chez lui
vandaliser un commerce. Les 1er et 2 mai 2017, le 39e témoin de l'accusation a comparu au moyen d'une liaison vidéo. Menuisier de profession, il a joué un rôle au sein de la communauté en tant que responsable politique RDR et, le 25 février 2011, il a dit avoir assisté aux affrontements qui ont eu lieu dans le quartier de Doucouré. S'étant rendu ce jour-là au Grain, un lieu qu'il a décrit comme un espace d'échange entre les habitants, il a dit avoir vu plusieurs attroupements dans différents quartiers de la ville avant de poursuivre. C'est ensuite que quelques instants plus tard, on a vu une colonne de 4x4 venant de derrière la foule, c'est-à-dire vers le CP1, se dirigeant au commissariat. Arrivé au niveau du commissariat, les 4x4 sont rentrés dans la cour de la police. Les gens scandaient « Général, général, général ». En ce moment-là, c'est Charles Blé Goudé que tout le monde appelait général. Quand on a entendu général, 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 à côté du cortège, il y a un groupe qui courait. On a tout de suite compris que c'était Blé Goudé qui venait. Avant ça, j'ai vu, avant l'arrivée de Blé Goudé au commissariat, j'ai vu le jeune Pagayoko Lassina qui est sorti de la foule parce que entre nous, on était juste après le pont le pont du 16e, c'est-à-dire au quartier Doucouré. De là, on voyait devant la police parce que c'est pas loin. On a vu quelqu'un sortir de la foule et qui a été interpellé. Il a fui pour entrer au commissariat. Les policiers lui ont repoussé dehors. Et la foule s'est ruée sur lui avec des coups de cailloux, de poids. Ils l'ont fait tomber. Ils ont mis des pneus sur lui. Ils ont mis le feu. Quand Blé Goudé rentrait au commissariat, le jeune homme était en train de brûler. Quand il est sorti, ça n'a pas fait 5 minutes. La police est sortie en tirant des tirs de sommation, en marchant pour venir vers le quartier Doucouré. Du 2 au 5 mai 2017, le 40e témoin de l'accusation a comparu au moyen d'une liaison vidéo et a bénéficié d'un interprète en langue dioula. Habitant Yopougon, il a dit avoir été au marché le matin du 25 février 2011 lorsqu'il a appris que des affrontements se déroulaient au même moment dans son quartier. À l'aide de plusieurs photos panoramiques, il a expliqué l'itinéraire qu'il a emprunté jusqu'à Doucouré. Arrivé au parking face à la mosquée, il a dit avoir été informé par une femme baoulée qu'un de ses parents avait été tué et brûlé un peu plus loin. Se rendant sur les lieux pour retrouver le corps, le témoin a dit avoir reconnu le cadavre par rapport à 2 éléments, la taille du corps et les vêtements apposés sur le côté. Son jean qu'il avait porté, la femme m'a dit qu'ils ont tiré le jean, ils l'ont déchiré, une partie a été enlevée. Ensuite, ils l'ont frappé, ils l'ont mis à terre. Le jean était juste à côté. Et j'ai vu les formes, il y avait du sang. Et c'est ainsi que j'ai trouvé le jean, dans cet état que j'ai vu le jean qu'il portait.
Sur autorisation de la Chambre, les représentants légaux des victimes ont pu poser des questions à certains témoins quant à l'impact que les événements de la crise ont eu dans leur vie. Pour le 40e témoin de l'accusation, il a parlé de l'impact psychologique. Ce que je peux dire, jusqu'aujourd'hui, ce sont des événements que je ne peux pas oublier. Parce que on peut oublier certaines choses, mais ce que j'ai vu demeure dans mon esprit. Et on ne peut pas oublier totalement de tels événements. Je n'ai pas été gravement malade, je n'ai pas été perturbé mentalement, mais j'ai toujours cela à l'esprit, je ne peux pas l'oublier. J'ai vu le corps de mon frère. Je pense que jusqu'à ma mort, je ne pourrai pas oublier ce jour-là, je ne peux pas oublier son cadavre que j'ai vu, je ne pourrai jamais le faire. Les 5 et 8 mai 2017, M. Mamadou Fadiga a comparu en tant que militant et responsable RDR au moment des faits. Il a témoigné de ce qu'il a vu le 25 février 2011, jour où, a-t-il dit, tout a commencé à Yopougon. Ce matin-là, il a expliqué avoir été au grain lorsqu'il a entendu plusieurs tirs. Alors qu'il regardait ce qui se passait en contre-pied dans le quartier, 2 membres du grain ont quitté les lieux, dont Ahmed Niakate, qui voulait tenter de retrouver sa femme à son domicile. Or, sur la route, le témoin a vu qu'Ahmed Niakate avait été pris à partie. Ahmed a eu peur, il a pris peur. Il a voulu fuir pour revenir vers le grain. Donc, il a fui. Il a pu traverser la voie, mais arrivé au niveau du bâtiment de l'ancien impôt, il y a un jeune qui l'a saisi là-bas. Un jeune qui se faisait passer pour un réparateur du portable. Enfin, c'est un réparateur du portable en ce moment-là. C'est l'activité qu'il exerçait, mais il connaissait Ahmed. C'est lui qui a saisi Ahmed. Et puis, il lui a fait les poches. Les gens sont venus et ils ont commencé à le lyncher. Il est mort d'une mort atroce. Une mort atroce. Ils ont été sans pitié pour lui. Ils l'ont battu avec tout ce qui leur tombait sous la main. Il est tombé. On lui a asséné un coup de gourdin à la nuque et tout ça, il est tombé. Ils se sont acharnés sur lui. À un certain moment, il y a un monsieur qui est arrivé, qui était dans une tenue que les militaires portaient, une tenue bleu marine. La culotte est bleu marine, le haut aussi est bleu marine, mais manche courte. Bon, habituellement, on appelle ça les tenues de corvée. C'est le nom qu'ils donnent à ces tenues-là. Lui, il est venu, lui, il avait une arme. Et au moment où ils étaient en train de le battre, il est arrivé. Et la foule a dit, c'est un assaillant, c'est un assaillant. Et lui, il lui a tiré un coup de feu. Étant au sol, il lui a tiré un coup de feu. Et il y a un autre jeune qui a pris un morceau de brique pour le taper sur la tête. Du 10 au 12 mai, M. Touré Ndathieu Bertin a comparu en qualité d'ancien chef de service de police du commissariat du 16e arrondissement à Yopougon. En vertu de la règle 74 qui l'autorise à être conseillé en cas d'auto-incrimination, le témoin a été accompagné d'un avocat, Maître Magali Pirard. Dès le début de sa déposition, le témoin a raconté un événement qui s'est produit au siège du RDR de Yopougon-Ouassakara. Il a dit avoir été un jour appelé par son supérieur hiérarchique pour se rendre sur les lieux car une opération de distribution d'armes pourrait être en train de s'y dérouler. Est-ce que vous avez vu quelque chose alors que vous vous approchiez du siège? Oui, à l'entrée du siège, on a vu 3 corps.
3 corps d'êtres humains qui étaient étendus là, qui baignaient dans des mares de sang. Et nous sommes rentrés à l'intérieur du siège du RDR, où on a dénombré encore d'autres corps. Au total, il y avait environ 9 morts par balle et environ 14 blessés par balle également. Ainsi, le témoin a expliqué qu'il ne s'agissait ni de distribution d'armes, ni d'échange de tirs, comme la presse l'a indiqué dès le lendemain. Il a dit avoir pris des photos et des vidéos de la scène de crime qu'il a considérées de carnage, mais les avoir par la suite effacées. À savoir pourquoi, le témoin a répondu qu'il y avait une volonté manifeste de tronquer les faits. D'après les témoignages recueillis sur place, il a également désigné les gendarmes de Yopougon comme les auteurs de ces crimes. Pour autant, il a déclaré n'avoir entendu parler d'aucune enquête diligentée à l'encontre de la gendarmerie. Confronté par la suite à différents rapports datés de février 2011, évoquant entre autres l'édification de barrages, le témoin a désigné les jeunes patriotes comme ceux qui en avaient érigé sur la voie publique, et ce, juste après l'appel lancé par Charles Blé Goudet. Il faut dire qu'à l'époque, M. Blé Goudet était beaucoup écouté. Donc, quand il lançait ce genre d'appel, c'est pratiquement le lendemain qu'on voyait ce genre de barrage. Je ne me souviens plus du jour où il a lancé cet appel, mais toujours est-il que lorsqu'on arrivait au 25 février, il y avait plus de 8 personnes qui avaient été tuées à ces barrages-là, pour la plupart calcinées. C'est-à-dire, on lynche la personne, qu'on brûle ensuite, ou bien même, souvent la personne est vivante, on la brûle vive. Et donc, nous avons estimé qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. Face à ce constat, le témoin a dit avoir eu l'idée de demander à Charles Blé Goudet de dire aux jeunes de cesser d'ériger des barrages. Mais lorsque son supérieur a rencontré Charles Blé Goudet à ce sujet, le témoin a dit que cela avait abouti à un échec. Plus tard, interrogé au sujet de Maggie Le Tocard, le témoin a confirmé l'avoir vu, avec pas moins de 200 jeunes, faire du footing dans l'enceinte même du commissariat. Il a ajouté que ces derniers possédaient les mêmes armes que la police et que, d'après des témoignages, ils procédaient également à des opérations policières. Comment se fait-il que Maggie Le Tocard et son groupe avaient le pouvoir d'interpeller des gens et de les remettre ainsi aux mains de la police? Je vous ai dit tout à l'heure qu'on baignait dans une atmosphère d'impunité. Sinon, en temps normal, à l'heure actuelle, ce genre de phénomène n'est pas possible. Alors là, pas du tout. Parce que les consignes sont claires. Pas d'impunité. Celui qui commet un acte, il est délictuel ou criminel, il est arrêté et présenté devant le juge. Mais à l'époque, ces actes étaient courants. Que ce soit un milicien, que ce soit un élément de la FESI, ou bien même que ce soit un simple patriote, il arrivait qu'il procédait à des arrestations, que souvent ils nous les envoyaient, ou bien ils les traitaient eux-mêmes. C'était l'impunité généralisée. Le procès dans l'affaire Le Procureur contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet s'est poursuivi le lundi 29 mai 2017 avec la comparution d'un nouveau témoin.